Tiens, on va rester dans la chaleur, hein. Le soleil au zénith, comme disait Gainsbourg. Avec Sabrina Philippe, maintenant, on va parler de sa sexualité et on va se demander si on peut profiter de l'été pour booster un petit peu justement sa sexualité. C'est vrai que les vacances sont là, le rythme change pendant cette période de l'année. C'est vrai que d'habitude, on a les enfants à gérer, le boulot, la famille. Maintenant, on va se recentrer peut-être sur son couple. Sabrina, c'est la bonne période. Oui, alors c'est vrai que l'été, c'est vraiment propice à rebooster sa sexualité pour plusieurs raisons. Déjà parce que il fait chaud, donc on essaye de se rafraîchir le moins possible, n'est-ce pas, Isabelle? Il fait chaud, on a des corps qui sont beaucoup plus dénudés. On transpire aussi, et ça c'est très important parce que la transpiration véhicule justement ces hormones qui vont être finalement un appât sexuel, bien plus qu'on ne le croit. Donc n'utilisez pas trop de déodorant, un petit peu on en suffisamment hier, pour être socialement la transpiration acceptable. peut avoir des effets bénéfiques. Mais tout à fait, la transpiration a un effet bénéfique. Et dégager quoi, des phéromones, c'est ça? Exactement, et il y a eu plusieurs études qui ont été faites à ce sujet d'ailleurs, où on a fait des expériences avec des t-shirts qui avaient été portés par des femmes qui avaient transpiré, et justement les hommes s'assoient systématiquement sur les sièges où le t-shirt a été. Donc vous voyez, nous sommes beaucoup plus des animaux que nous comme le les pensons. chats, où est-ce que j'allais dire. Et dans les films, quand ils veulent nous montrer un bel homme un peu musclé, il est toujours en débardeur, transpirant. Vous avez-vous ce matin? Mais je ne sais pas, attendez, je vais rentrer. Elle est en surdosage de maroilles. Moi je crois qu'Anissa n'a absolument pas besoin de cette chronique. En tout cas. Ou peut-être, j'en ai peut-être beaucoup besoin, je vais vous écouter. Donc l'idée aussi, c'est quand il y a de la détente, et puis les jours sont plus longs aussi, ça c'est très important. On dort moins, donc on passe des heures en effet où on peut faire autre chose que de dormir, alors que l'hiver, souvent on a tendance à se réfugier sous sa couette et à fermer les yeux. Et puis cette impression, évidemment, surtout si vous êtes en vacances, de off, qui fait que vous avez un peu plus de temps, et donc vos pensées, parce qu'il faut du temps pour penser à la sexualité, et vos pensées donc peuvent se balader plus sur ces territoires-là. Voilà. Effectivement, on a plus de temps à partager aussi avec son compagnon ou sa compagne. Exactement. Alors comment on s'y prend? Alors déjà, comment on s'y prend? Écoutez, on va Vous en avez beaucoup parler. de choses à m'apprendre. Oui. Déjà, il faut commencer par prendre soin de soi, parce que c'est vrai que c'est un bon moment pour prendre soin de soi l'été, et c'est comme ça aussi que vous allez avoir envie de séduire ou de reséduire votre partenaire. Ça veut dire être bien dans son corps, c'est l'envie aussi de l'embellir, ce corps. C'est le bon moment l'été pour justement, pour les femmes, mettre du vernis, se mettre de la crème, donc Pas sur les pieds, hein. Pas sur les pieds, Ah non. bon. Sur les pieds, sur les mains. En tout cas, remettre de la crème. Vous trouvez ça sexy, le vernis sur les pieds? C'est vrai qu'il n'y a que des femmes ce matin dans ce studio. Vous faites ça, Isabelle? Ah bah oui, Ah oui. je trouve ça beaucoup tous, plus joli. d'accord. Ça fait tout, Ah, hein. C'est plus C'est joli. beaucoup plus joli. Ok. En tout cas, ça permet. Je me connais de très mal en même temps. L'idée, c'est de prendre soin de son corps et d'avoir cette intention bénéfique vis-à-vis de son corps. Quand on se passe de la crème, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on redéfinit, en se passant de la crème, les contours de son corps, et on fait revivre ce corps qui était un petit peu quand même au repos tout l'hiver et qu'on a parfois tendance à oublier. Et là, vous nous donnez des idées. On peut passer la crème sur le corps de son partenaire. de sa Exactement. partenaire, hein. Mais là, l'idée, c'est déjà de prendre soin de soi. Pourquoi? Parce que plus vous allez vous sentir bien dans votre corps, plus vous allez avoir envie de vous en servir de ce corps et de plaire et de séduire. Donc ça, c'est très important. L'idée aussi, et ça c'est fondamental, c'est d'en faire une priorité. C'est-à-dire que pour les couples, évidemment, qui viennent de se rencontrer, et souvent les 2-3 premières années, la Ils n'auront sexualité, pas de problème, oui. voilà, ils n'ont pas de problème. Sinon, ça part mal. Voilà, sinon il vaut mieux penser à la rupture. Mais en général, une fois que ces 2-3 premières années sont passées, on n'en fait pas une priorité, parce que comme vous le disiez, il y a les enfants, il y a la routine, il y a le travail, et on oublie que la sexualité est si importante. Donc l'idée, c'est d'en refaire une priorité et de l'avoir en tête pour soi comme son compagnon, et de pouvoir le verbaliser aussi, de dire cet été ça sera chaud, et déjà l'annoncer, c'est une façon de se mettre en condition. L'idée aussi, c'est d'utiliser tout ce qui est nouveau, et toute la nouveauté est propice à la libido. Ce sont de nouveaux lieux. Alors, ça peut être un nouveau lieu de vacances où vous allez dormir. Ça peut être de nouveaux lieux tout court parce que vous êtes dans la campagne, vous êtes ailleurs et vous pouvez aussi faire l'amour ailleurs. Ce sont de nouvelles façons de vous habiller. Pourquoi pas de nouvelles petites tenues pour certaines. Enfin, l'idée, c'est que toute nouveauté va justement casser cette routine et introduire à nouveau cette idée. C'est ça, redécouvrir son partenaire. L'autre et redécouvrir, cette nouveauté, redécouvrir des lieux aussi un petit peu insolites. Et puis communiquer autour de la sexualité pour mieux comprendre l'autre et pour mieux le connaître. Souvent, on a tendance à oublier
l'autre aussi, surtout justement quand les années passent. Et on a oublié finalement ce qui pouvait aussi lui faire plaisir, quels étaient ses fantasmes, de quoi il avait envie. Et l'idée de communiquer autour de la sexualité, on a rarement le temps, bien souvent. C'est vrai que on va avoir des rapports intimes, mais sans se poser la question de savoir un peu automatique, c'est ça ? Un peu automatique, surtout avec le temps qui passe, sans se demander si finalement ils sont satisfaisants pour l'un et pour l'autre. C'est une bonne saison justement et un bon temps, ces vacances, pour pouvoir communiquer autour de cette sexualité. Et vous parlez des fantasmes, c'est une bonne saison aussi pour réaliser ces fantasmes ? Mais tout à fait. Alors réaliser, c'est pas toujours une bonne chose que de pouvoir les réaliser, mais pouvoir en parler ensemble. C'est une grande question, ça. Voilà. Faut-il réaliser ces fantasmes ? Ça dépend, ça dépend lesquels. Parfois, et ça dépend aussi si ce sont fantasmes. des fantasmes partagés. Ça, c'est très important aussi. Si vous avez des fantasmes partagés, vous pouvez les réaliser ensemble parce que vous allez être porteur du fantasme de l'autre. Si c'est pas le cas, c'est pas forcément une bonne chose, mais de pouvoir les évoquer, de pouvoir en parler, de pouvoir justement parler de cette sexualité, c'est vraiment un booster de libido et vous avez le temps pour ça, et c'est ça qui change, c'est que justement vous avez tout ce temps pour pouvoir le faire. Et donc par exemple, là, vous nous l'avez dit, trouver d'autres endroits que la chambre conjugale, donc on sort, pourquoi pas en extérieur ? Exactement, il y a, évidemment si vous êtes à la campagne, ça voilà, s'y prête. Qui a déjà fait l'amour en extérieur ? Martine Pérez. Moi je refuse de répondre à cette question. Isabelle Quenin, qui est beaucoup moins prude que vous. Dites-nous. Oui. Voilà, c'est pas compliqué. Oui, mais où L'endroit le plus insolite. Insolite, ça c'est compliqué. Souvenez-vous, je sais que c'était il y a longtemps, mais. Oui. Non. Alors, je pense que comme tout le monde, il y a eu le fantasme de l'amour à la plage, le sable, et en fait, ça c'est pas terrible. Non, faut éviter. Non, faut éviter. Pourtant, on peut faire out cha cha cha, c'est pas mal quand même. Oui, après on fait oucha-cha-cha aussi, parce que le sable, ça fait gommage C'est en vrai même que c'est temps. pas génial. Ouais. Voilà donc ce que pouvez-vous dire pour booster votre sexualité pendant cet été. N'hésitez pas à réaliser vos fantasmes. Donc pourquoi pas l'amour à la plage. Et pourquoi vous ne posez pas les questions aux autres là ? Parce qu'on est un petit peu pris par le temps. Ok. Demain on posera la question. Mais promis. Alors l'idée aussi, juste un dernier mot, c'est que... Dernier mot pour conclure. Oui, parce qu'il n'y a pas que l'été. Donc vous pouvez faire durer ce moment aussi, parce que justement si vous êtes trouvé et quand c'est bon, on a envie de recommencer. Donc mettez justement cette sexualité en avant à la rentrée. Effectivement, merci beaucoup Sabrina Philippe, psychologue, d'avoir été avec nous ce matin. Je remercie le docteur Martine Pérez, médecin généraliste, Anne Cazobon, Isabelle Quenin et Anissa, évidemment. On va se retrouver demain à partir de 9h. Avec grand plaisir. Europe 1. Dans le couple, dire oui pour faire plaisir alors qu'on n'a pas envie, ce n'est pas une solution. Ce matin, on va vous dire comment dire non à son partenaire tout en préservant une bonne relation de couple. D'abord, dire non, ça s'apprend, c'est instinctif. Comment on fait ? Alors, je pense que ça doit être en partie instinctif parce qu'il faut écouter ce qu'on ressent forcément, mais en même temps, on a tous besoin d'apprendre à dire non parce que ce qui est important, c'est de ne pas blesser l'autre. Et ça, dire non à quelqu'un, c'est pas évident. Alors, comment il faut faire ? La première chose, la plus importante à mon sens, c'est de savoir ce qu'on veut à l'avance. Parce qu'on peut dire non que si on sait ce qu'on veut. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas trop ce qu'elles veulent, donc qui ne savent pas si elles doivent dire oui ou non, qui n'ont pas réfléchi. On leur pose une question, est-ce que tu veux faire ceci ? C'est bon. Donc, c'est très important à l'avance de se dire, moi, en amour ou au niveau de la sexualité, jusqu'où je suis prête à aller, ou prêt, moi je dis prête parce que je suis une femme, mais prêt à aller. Et donc, si vous n'avez jamais réfléchi, vous aurez tendance soit à dire oui par gentillesse, en se disant soyons sympas, on s'aime, je vais dire oui, alors que vous vous êtes pas écouté. Et ça peut être vraiment embêtant. Donc la première chose, c'est de dire jusqu'où je suis prêt à aller, et de faire un espèce de bilan pour avoir une colonne vertébrale et être capable de se positionner par rapport à l'autre. Si on hésite, si on ne sait pas trop, il vaut mieux dire oui ou il vaut mieux dire non ? Alors justement, c'est vrai que des fois, c'est pas si tranché que ça. Donc quand on sait pas, l'idéal à mon sens, c'est de temporiser, de dire je sais pas trop, je vais réfléchir et je te donnerai ma réponse. Alors ça dépend quelle est la question. Parce que si on oui, dit, parce que si c'est pendant l'acte, c'est un peu compliqué. Excuse-moi, je reviens. Non, je vais réfléchir. C'est vrai que si vous dites j'ai envie de faire l'amour ce soir et qu'on dit je vais réfléchir, je te dis dans 15 jours si je suis d'accord ou pas, ça veut dire non. Non, mais je pensais plutôt aux pratiques. Par exemple, je pense à un exemple d'un mari qui dit à sa femme, écoute, moi j'aimerais bien que tu te déguises en infirmière pour faire l'amour. Ah, ça vous plaît ça ? Et je sais, je vous connais, je commence à vous connaître. Et donc la femme elle est surprise
se dit quelle idée bizarre, est-ce que je dis oui ou non? Elle laisse de dire écoute, je vais réfléchir, je sais pas si ça l'amuse ou si elle trouve ça excitant, pourquoi pas. Si elle trouve ça totalement débile et qu'elle se dit il est à moitié pervers, elle va dire non. Oui, mais à un moment, il faut donner la réponse. Je vais réfléchir, d'accord, mais à un moment, il faut donner la réponse. Voilà, alors à un moment, il faut donner la réponse, mais on peut réfléchir avant. Et donc l'important, en fait, finalement, c'est pas forcément la réponse, c'est aussi de chercher à comprendre l'autre. De dire, je prends l'exemple de l'infirmière, de dire, mais quand pourquoi... on parle d'infirmière sexy, Jean-Michel Apathy arrive, effectivement. De lui dire, mais pourquoi tu as envie Je de savais ça que je venais au bon moment. Exactement. De lui dire pourquoi tu as envie de ça, et peut-être que le mari va dire parce que je rêve de me faire dorloter, chouchouter, etc. Et elle se dira peut-être mais c'est pas bizarre, finalement je peux comprendre. Et donc quand l'autre est compris, c'est hyper important parce que il va pas se sentir rejeté même si on dit non. Si on dit je comprends pourquoi tu as envie de faire ça, mais moi ça me dit rien, c'est pas comme de dire tout de suite non mais ça va pas la tête. Vous voyez, donc, alors bon, si on dit oui, je veux bien que tu te déguises en infirmière, je viens me déguiser en infirmière sexy, là il y a pas de souci. Passons au non. Si on dit non, le partenaire peut mal le prendre. Alors le partenaire, normalement, il devrait pas prendre mal ça du tout. Pourquoi ? Parce que dans un couple, forcément, on n'a jamais exactement les mêmes envies. Donc fatalement, l'autre va dire non de temps en temps. Et donc, quand l'autre dit non, c'est une très bonne chose. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que quand il ou elle dit oui, c'est un vrai oui. Parce que si vous êtes avec quelqu'un qui dit oui à tout, en fait, c'est plus un amoureux, c'est un prestataire de service. Il dit oui, c'est mon client. En gros, je vais dire oui à tout. Mais si on dit non, il faut expliquer pourquoi on dit non. Alors, ce qui est important, c'est avant de dire non, de dire mais pourquoi tu as envie de ça ? Et donc souvent, on va se dire, l'autre se sent pas rejeté. Donc il va se dire, elle ou il essaye de me comprendre, elle m'écoute, et de lui dire, écoute, je te dis non parce que moi je me sens pas capable, ou je me sentirais trop mal à l'aise, ou ça me parle pas. Mais on peut aussi dire non. Mais un non pas forcément définitif, dire non, mais peut-être que avec le temps je pourrais le faire. Je pense par exemple à la fellation, c'est un exemple. Il y a beaucoup de femmes qui disent moi je peux pas, ce qui est pas normal au début de la vie sexuelle. Peut-être que 2 mois, 3 mois, 2 ans, 10 ans après. Est-ce qu'on donne de fausses excuses ? Alors moi je suis pas trop pour les fausses excuses parce que ça éloigne de l'autre, mais des fois ça peut d'infirmière me boudine un peu, tout ça, non? Non, mais des fois ça peut être une bonne idée quand on sait que l'autre est pas capable de recevoir un non et qu'il va se sentir rejeté. Merci beaucoup, docteur Catherine. Europe 1. Nous accueillons ce matin Ludivine Sagna, épouse du footballeur international Bakary Sagna et chroniqueuse n'en touche pas à mon sport sur D8. Et nous sommes toujours avec le docteur Jean-Michel Cohen, Sabrina Philippe, Elisabeth Assayag et le docteur Catherine Solano. Avec qui on va parler de la sexualité et du foot. Font-ils bon ménage ? Ludivine, c'est vrai ce qu'on dit en fait que les grands sportifs, avant une grande épreuve, doivent pas faire l'amour ? Alors, ils sont en mise au vert à l'hôtel, donc ils risquent pas de faire grand-chose. Et vous n'avez pas le droit d'y aller ? Ah bien sûr que non. Non, mais ils y sont depuis combien de temps ? Pas très longtemps. La veille quand même. Oui, la veille. Mais donc jusqu'à la veille, c'est bon. Enfin la veille avec son club, avec l'équipe de France, ils sont depuis plus longtemps, donc non, on les voit pas. Mais il y a une règle ou pas, honnêtement ? Non, il n'y a pas de règle. Non. C'est comme vous voulez. C'est comme on veut. D'accord. J'arrête là, j'irai pas plus loin, promis. Je vous l'ai promis. Docteur Solano, le sport et en particulier le foot, c'est une bonne chose pour la sexualité ? Alors oui, le foot, enfin le sport en général, c'est excellent pour la sexualité. Je vais vous donner quelques chiffres qui vont motiver tout le monde à s'y mettre. C'est que les hommes qui ne pratiquent aucun sport ont 3 fois plus de problèmes d'érection en moyenne que ceux qui sont sportifs. 13% des hommes qui sont sportifs ont des problèmes d'érection et 31% des hommes qui ne font pas de sport, voilà, 3 fois Rien plus. Compris. Ce que je veux dire, c'est si vous faites pas sport, vous avez 31% de risque d'avoir des problèmes d'érection. Donc un homme sur 3 non sportif. Si on en fait, c'est que 13%. C'est quand même pas zéro parce que c'est tout âge compris, hein, donc il y a des personnes malades. Donc une autre étude montre que l'exercice physique rigoureux diminue le risque de problème d'érection de 30% chez les hommes de plus de 50 ans. Et alors qu'est-ce que c'est que l'exercice physique vigoureux ? C'est 3 heures de footing par semaine, donc c'est pas énorme tant que ça, ou l'équivalent de 5 heures de footing par semaine, mais c'est pas à pas plein temps. Je veux dire, c'est pas à plein temps. Oui, non, mais c'est vigoureux. Bon. Ça veut dire que les footballeurs, c'est chaud quand même. Alors, oui, c'est ça. Arrêtez d'embêter, commencez pas. C'est l'équivalent donc de 3 heures de footing par semaine ou 5 heures de foot ou de tennis. Parce qu'on ne court pas à 100% du temps. Donc une troisième étude montre qu'à 60 ans, un homme qui reprend l'exercice physique va avoir beaucoup moins de problèmes d'érection. Et d'autre part, il y a aussi la question du poids. Donc qui va intéresser Jean-Michel. On sait que les hommes en surpoids ont 2 fois plus de problèmes d'érection en moyenne que ceux qui ont poids normal. Or les athlètes, enfin les gens qui font du sport, en général, ils ont un poids correct, donc ils diminuent. Sauf ceux qui font du sumo, quoi.
Sauf les sumo, c'est l'exception qui confirme la règle, exactement. Et on parle beaucoup des hommes, mais chez les femmes, c'est pareil. Chez les femmes sportives. Voilà, chez les femmes sportives, il y a très peu d'études, mais j'en ai trouvé une qui est très intéressante du Journal of Sexual Medicine, un journal très sérieux, qui dit que la sexualité des femmes athlètes de haut niveau est bien meilleure que celle des femmes qui font pas de sport. Elles ont un meilleur débit sanguin au niveau du clitoris, une meilleure excitation, une meilleure lubrification, je vois qu'il sourit, des orgasmes plus faciles et une satisfaction sexuelle plus élevée. Donc le sport chez les femmes pour la sexualité, c'est top aussi. Mais honnêtement, quand on fait du sport, normalement, on est fatigué après, donc c'est un peu contre-productif, non ? Oui, alors... Ludivine, non, je plaisante. Allez. Non, mais c'est vrai que les études montrent que si on fait plus de 30 minutes de sport, ça fait monter la testostérone, qui est l'hormone du désir. Donc 30 minutes de sport, c'est bon pour le désir. Par contre, si vous faites plus de 2 heures de sport intensif d'affilée, ça fait baisser la testostérone. D'accord. Donc c'est vrai que faire... et donc Ludivine disait qu'elle fait 1h30 par jour. Je suis bien, moi. Pile poil. Je suis au top. Voilà. Mais c'est vrai que ça fatigue aussi l'exercice intensif, donc on peut avoir envie de dormir plus que... Voilà. Ouais, Julie, c'est quoi votre exercice ? Mais non, mais moi qui fais juste la gym une fois par semaine, je suis crevée après, j'ai envie de dormir. On nous l'a Et dit, le votre soir mari. aussi. J'ai des courbatures partout. ouais, je ouais, peux dormir. on embrasse Gérard, le pauvre. J'interrogeais tout à l'heure Ludivine sur cette fameuse légende de ne pas faire l'amour avant un match. C'est sérieux ou pas ? Alors, je vais vous dire la vérité, c'est que faire l'amour, ça équivaut, ça a été étudié, à monter 2 étages à pied, donc d'escalier. Donc, c'est un petit peu comme si on disait aux sportifs de haut niveau. C'est pour ça que Julie dit qu'elle fait beaucoup l'amour, parce qu'elle monte à pied tous les matins. Donc, non, mais est-ce que vous imaginez qu'on dise à un sportif de haut niveau, écoutez, surtout la veille du match, il ne faut pas monter 2 étages à pied, sinon vous allez rater votre match. Donc c'est une connerie, ça. Donc c'est idiot. Par contre, il y a des sportifs qui disent, moi, ça me détend beaucoup de faire l'amour la veille d'un match, donc ça peut leur faire du bien. Et d'autres qui disent, non, mais moi, je suis tellement concentré sur mon match que j'ai pas d'envie la veille d'un match, donc c'est au choix. Donc finalement, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, non, non. Regardez le foot à la télé, c'est bon ou c'est toxique pour la sexualité ? Alors, on sait que passer 3 heures devant la télé tous les jours augmente les problèmes d'érection de 30%. Donc c'est pas bon du tout, et c'est pas pareil d'être assis au travail, parce qu'au travail on se lève, on parle, etc., on fait quelque chose. Par contre, 3 heures de télé par jour, c'est pas très bon du tout. Donc l'euro, c'est mauvais pour la sexualité dans les couples, en fait, globalement. Voilà, mais par contre c'est vrai, oui c'est vrai, mais si on regarde ensemble et qu'on partage des émotions, ça peut être bon. Par exemple, je veux bien y aller avec vous, Jean-Marc, si vous m'invitez, en plus à manger des petits gâteaux et des bonnes choses. C'est quoi les bonnes choses ? Je crois que là, je suis fait. C'est tout, vous avez tout dit ? Non, je peux vous en dire beaucoup. Non, mais ça ira. Jean-Michel Apathy est arrivé. Alors, oui, je suis là. Je vais dire une chose à Jean-Michel. Il y a aussi 27% des femmes qui disent qu'elles peuvent fantasmer sur un footballeur, parce qu'évidemment, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont sportifs. Et du coup, ça peut aussi améliorer la sexualité. Ludivine Sagna, vous êtes jalouse ? Je ne suis pas jalouse, pas du tout. Pas du tout ? Non. Parce qu'il a des fans, forcément féminines ? Bien sûr, ça Parce arrive. que ça fait fantasmer, on l'a entendu, un joueur de foot. Oui, ça arrive qu'on soit dans la rue et que des femmes viennent vers lui, mais bon, non, je suis pas jalouse. Alors on le sait, au lit, personne ne fonctionne de la même façon, et quand on en a marre de rester sage, qu'on n'ose pas se lâcher avec son partenaire, quelles sont les solutions ? Vous allez nous expliquer ça, docteur Catherine Solano. D'abord, c'est une bonne idée de se lâcher au lit ? Ça dépend, ça peut être une excellente idée bien sûr, mais pas forcément. Il faut commencer par se dire pourquoi je pense qu'il faudrait que je me lâche davantage. Parce que si c'est votre partenaire qui vous dit ma pauvre fille tu es frigide, ou mon pauvre garçon t'es coincé, il faut faire quelque chose, c'est un peu c'est beaucoup un jugement de l'autre qui essaye de vous pousser à changer, et vous n'êtes peut-être pas coincé spécialement. Parce qu'il y a des personnes qui sexuellement ont envie de choses assez simples, naturelles et basiques, et ça ne veut pas dire qu'elles sont coincées pour autant. Bon, un peu. On peut être j'aime bien quand vous me refaites un petit parfois oui, mais parfois ça leur convient et qui n'ont pas envie d'aller plus loin. Et puis parfois aussi, le jugement, il est totalement faux, parce qu'il y a des personnes qui vont dire, je pense à une de mes patientes, son mari lui disait, tu es frigide, ma pauvre fille. Et je la reçois en consultation parce qu'elle se disait, comme je suis frigide et coincée, il faut que j'aille voir quelqu'un. Et en fait, elle n'avait absolument aucun problème. Et ce qu'elle m'a raconté, c'est qu'elle avait un mari très obsessionnel, qui avait une stratégie pour avoir un rapport sexuel, un schéma de déroulement exactement toujours pareil, et que si elle faisait pas exactement comme il voulait, il trouvait qu'elle était coincée. Mais frigide, ça n'a rien à voir avec se lâcher, non ?
Frigide en médecine, ça veut dire quoi froid. En fait, ça veut dire d'accord. qu'il n'a ni désir, ni excitation, ni Bah, c'est plaisir. ça. Donc quelqu'un qui est complètement bloqué, D'accord. disons. Et alors, c'était une personne qui, en plus, avait des orgasmes et avait tout ce qu'il fallait. Donc, si vous voulez, il faut se méfier du jugement de l'autre. Donc, Mais si on vous le dit quand même, si quelqu'un vous dit que vous êtes un peu coincé, est-ce qu'il faut l'écouter? voilà, alors il faut quand même l'écouter, mais se demander, est-ce que c'est vrai? Est-ce que moi, je sens que je suis coincée, que je me lâche pas beaucoup? Ou est-ce que je sens que c'est n'importe quoi? Donc, alors même si vous vous dites, oui, effectivement, je me sens un peu coincée, je suis pas très à l'aise dans ma sexualité, le problème, c'est que détends-toi un peu, lâche-toi, ça marche pas. C'est comme le dentiste, il vous tient la roulette, il vous dit, mais détendez-vous, madame, ou détendez-vous, monsieur, vous avez envie de lui dire, j'aimerais bien me détendre, j'aimerais bien me lâcher, mais je sais pas comment faire, j'y arrive pas. Si j'y arrivais, j'aurais pas besoin qu'on me le dise. Alors comment on fait pour se décoincer? Alors la première chose, c'est de se dire, on peut pas dire à quelqu'un décoince-toi, lâche-toi, c'est très flou. Donc il faut demander des choses précises à l'autre. Lui dire, j'aimerais bien qu'on fasse l'amour dans telle position, que tu me fasses telle caresse, ou etc. Parce que juste dire tu es coincé ou tu te lâches pas, faut être concret en fait. Faut être concret, voilà. Et puis aussi demander, si vous voulez, des choses à la fois précises, mais aussi pas aller trop loin, le faire petit à petit, c'est-à-dire que quelqu'un qui a très très peur, admettons quelqu'un qui est au début de sa vie sexuelle, qui a très peur pour des raisons X ou Y, si vous lui demandez trop, même si c'est concret, ça ne sera pas possible. Donc il faut de la patience pour apprivoiser la personne si elle a des peurs en fait. Donc je prends un exemple concret. Allons-y. Par exemple, quelqu'un qui dit, moi je veux faire l'amour que dans le noir. Si vous lui dites, mais on va mettre la lumière, on va le faire devant un miroir, voilà, ça va pas marcher. On commence si avec des bougies. Voilà, vous commencez un petit peu, et puis si ça se passe bien un petit peu On sort la plus, caméra. Bon, ça c'est encore un autre. Il y a des exercices très simples pour ça? Alors, il y a moi, il y a un exercice que je préconise. J'en ai parlé avec des collègues qui m'ont dit, Catherine, tu peux pas dire ça à la radio. Donc je le dis quand même. C'est de boire. Attention. Non, c'est pourtant pas grand-chose. C'est de boire un petit verre de champagne ou de vin. Alors oui, mais si vous voulez, pourquoi j'ai des collègues qui m'ont dit c'est pas une bonne idée, parce qu'ils me disent oui, mais tu dis ça, mais il y a des jeunes filles, leur copain va dire allez, vas-y, bois. Donc quand je parle de boire un petit verre, c'est pas se bourrer la gueule. Voilà, c'est pas se bourrer la gueule. C'est pas répondre à une injonction, et c'est pas non plus dire il faut que je boive avant chaque rapport sexuel. L'intérêt, parce que si vous voulez, on peut devenir alcoolique comme ça. J'ai un collègue alcoologue et sexologue, il me dit t'imagines pas le nombre de personnes Oui, parce qu'ils y vont. Non, ils boivent pas beaucoup, mais à chaque fois. Bon, si c'est à chaque fois. C'est quoi? Si au final ils boivent beaucoup, c'est qu'ils pratiquent beaucoup. Tout à fait. Oui, vous avez raison. Je sais. Exactement. Non, là, c'est quoi l'intérêt de boire un verre? J'ai dit un seul. C'est que en fait, ça désinhibe un petit peu. L'avantage, c'est que pendant votre rapport sexuel, si vous êtes un peu désinhibé, ça vous fait une expérience sexuelle où vous êtes moins coincé que d'habitude. Et cette expérience, son souvenir va rester dans votre mémoire, ce qui fait que ça peut vous permettre d'être plus détendu après. Mais on fait ça 2 ou 3 fois, c'est tout. Ensuite, on arrête de. On fait ça de temps en temps, voilà. Je veux dire. Il y a aussi tous les jeux de rôle, parce que quand on se déguise ou qu'on prend Le docteur Cohen n'a pas l'air d'accord du tout avec cette idée vous ouvrez de boire une voie, boire un peu d'alcool, fumer une cigarette de cannabis, prendre la moitié d'un comprimé d'ecstasy. Moi, je suis pas trop pour ça. Non, mais je comprends. En plus, on sait que l'alcool, c'est la drogue du violeur par excellence. Donc, bois un peu, détends-toi. L'alcool est la drogue du violeur. Elle a bien dit boire un petit peu, boire un verre. Non, mais je comprends que ça fasse réagir et vous avez raison de réagir. Pas sur injonction, c'est pas ce qu'il y a dans le verre, sinon, si on vous propose un verre. Alors, ce que je voudrais dire qui est très important ça vous arrive avant. Non, mais enfin, il faut mettre en garde. On vous propose plus de verre. Non, allez, on l'écoute. Un verre d'eau. Non, c'est ajouter quand même, c'est que là, on parle de se lâcher, etc. Mais il faut bien voir qu'il y a des personnes qui ont carrément un gros blocage sexuel. Et ça sert à rien de leur dire soit bois un verre, ou soit fais jouer un jeu de rôle. Et quand les gens sont vraiment bloqués, alors qu'est-ce qu'on fait? Justement, quand ils sont très bloqués, il faut se demander de quoi j'ai peur. Est-ce que je me suis fait agresser et je me sens pas à l'aise? Est-ce que je suis très complexée? Est-ce que je sens que mon partenaire va mal me juger si je m'éclate un maximum? Non, mais il y a aussi peut-être des positions qui font peur, des expériences qui font peur. Et il y a le jugement de l'autre. On a peur d'avoir mal, on a peur d'avoir mal, on a peur du jugement, parce qu'il y a beaucoup de femmes disent, moi je pense à une patiente, elle m'a dit je me suis lâchée une fois, je me suis fait peur et mon partenaire s'est dit au secours, est-ce que j'ai une furie dans mon lit? Donc si vous voulez, il y a beaucoup de femmes qui se restreignent parce qu'elles ont peur de lâcher leur sensualité. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut y aller petit à petit. Mais le risque, c'est pas de toujours repousser les limites et d'aller très loin? Oui, alors exactement, il y a aussi des personnes qui me disent mon partenaire ou ma partenaire me dit que je suis coincée.
en fait, c'est quoi? C'est que le partenaire demande des pratiques sadomasochistes ou fétichistes. Et si c'est pas votre truc, c'est pas que vous êtes coincé, c'est que ça vous convient pas du tout. Donc ça, il faut en parler et il faut pas se sentir obligé de tout faire et n'importe quoi si ça vous plaît pas. Voilà, on précise, comme on a beaucoup parlé de harcèlement sexuel également entre 10h et 11h, on va en parler dans Europe Midi tout à l'heure, que l'amour, ça se fait à deux, avec l'accord des deux, bien évidemment. C'est à deux qu'on décide jusqu'où on va et jusqu'où on peut aller. Autrement, forcément, on tombe dans autre chose et c'est plus du tout faire l'amour. Europe 1. Et justement, on va poser une question très simple aujourd'hui. Comment faire durer un rapport plus longtemps? Un rapport sexuel, bien évidemment. D'abord, Catherine, est-ce qu'il y a une durée minimum pour un rapport sexuel? Alors non, il n'y a pas de durée minimum, il n'y a pas de minimum syndical. Du moment qu'on est content, même si ça dure 30 secondes et qu'on est heureux, c'est bien. Mais sur le plan médical, parce que je suis quand même médecin, on considère qu'un rapport sexuel qui dure moins de 3 minutes peut être considéré comme très rapide et peut nécessiter une aide, je dirais pas forcément un traitement. Mais c'est pas tout à fait suffisant parce que des fois ça dure 3 minutes et le couple est content. Mais pourquoi? Tout simplement parce que le rapport sexuel, on calcule pas la satisfaction sur les minutes, mais justement sur le plaisir partagé et sur la satisfaction mutuelle. Donc ça peut très bien être court et on peut être content. Ça dépend aussi beaucoup de la durée des préliminaires qui sont avant la pénétration. Parce que quand je parle de durée, c'est la durée à partir de la pénétration. Donc moins de 3 minutes. C'est ça ce qu'on compte en fait. Voilà, moins de 3 minutes, ça c'est considéré comme limite si c'est systématique, hein, bien sûr. Si c'est une fois tous les 20 fois, c'est pas gênant, ça ne dure que 3 minutes. Quand un homme est gêné par ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, la première chose à faire, c'est d'avoir des rapports sexuels suffisamment fréquents. C'est-à-dire qu'il faut avoir 2 ou 3 rapports par semaine pour que ça puisse durer suffisamment longtemps. Tous les hommes qui ont des rapports espacés ont tendance à avoir une éjaculation beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est important. Et alors, le problème, c'est que dans les couples, quand il y a une éjaculation trop rapide, la tendance générale, c'est de dire c'était pas terrible, donc on n'ose pas trop recommencer. La femme se dit ça va être encore un peu trop rapide, je vais être frustrée. L'homme se dit oh là là, je vais pas être très bon sur ce coup-là. Donc ils ont tendance à espacer les rapports et plus ils espacent, plus c'est catastrophique. Et donc le problème, donc l'évitement augmente le problème et on arrive avec des couples qui viennent nous consulter en disant ça dure 30 secondes, mais qui ont beaucoup espacé les rapports. Donc la première chose qu'on doit leur dire, c'est recommencer régulièrement. Le problème, c'est que pour augmenter la fréquence des relations sexuelles, il faut être 2. Oui, voilà, c'est ça le problème. C'est un problème et c'est en même temps un indice, je dirais, parce que quand un homme explique ça à une femme ou quand un sexologue explique ça à un couple, il y a plus de la moitié des femmes, je dirais 80% des femmes qui disent ok, quand est-ce qu'on s'y met? C'est déjà un début de solution. Et alors, quand vous avez une femme qui dit c'est ton problème, débrouille-toi, moi j'y suis pour rien. C'est pas bon signe parce que si vous voulez, pour réussir à apprendre à gérer l'excitation, il faut être 2. Quand un homme est tout seul avec son problème, il n'y arrive pas. Il faut que sa partenaire l'aide et soit soutenante. Donc. Et comment on fait dans ces cas-là? Alors, les conseils pratiques, le premier, ça va être de choisir une posture favorable. Et la meilleure position sexuelle pour que ça dure longtemps, c'est l'homme qui est allongé sur le dos en dessous et la femme qui est dessus, soit allongée, soit assise. Et il faut que ce soit elle qui contrôle les mouvements de va-et-vient. Il faut que l'homme ne bouge pas son bassin, qu'il reste assez passif. Et dans ce cas-là, l'éjaculation vient bien moins vite parce qu'il se laisse moins emporter par le plaisir, vu qu'il n'a pas de mouvement, pas de tension musculaire. Donc il laisse la femme travailler en fait. Il laisse la femme travailler et surtout, il se concentre sur son plaisir parce que beaucoup d'hommes qui ont une éjaculation rapide ont tendance à vouloir donner absolument du plaisir à leur partenaire et donc ils font pas attention à ce qu'ils ressentent. Et donc là, l'idéal, c'est d'être allongé sur le dos et en plus de se concentrer sur son plaisir et ce qu'on ressent. Mais est-ce que les préliminaires, c'est important pour faire durer davantage la relation sexuelle? Ah oui, les préliminaires, c'est important. Justement, un homme qui a tendance à durer pas très longtemps, il faut qu'il ait beaucoup de préliminaires. Beaucoup, ça veut dire au moins 20 minutes. Et surtout des préliminaires, je dirais, un peu inhabituels. C'est-à-dire, il faut que les préliminaires se fassent de la femme vers l'homme, qui reçoivent beaucoup de caresses, de bisous, de câlins non sexuels. C'est-à-dire, il faut qu'elle lui caresse l'épaule, les cheveux, les pieds, les jambes, le ventre. Pas la zone sexuelle, si au bout d'un moment, mais pas tout de suite. Oui, quand même. Mais pas tout de suite pour que l'excitation diffuse sur tout son corps et que la tension sexuelle soit moins forte et ça dure plus longtemps. Je crois que vous voulez insister aussi sur l'importance de la respiration. Oui, alors la respiration, c'est hyper important. Beaucoup d'hommes qui ont une éjaculation trop rapide ne respirent pas, bloquent leur respiration. Donc il faut apprendre à respirer par le ventre, c'est-à-dire en gonflant son ventre pendant les rapports sexuels et si possible, alors là le plus, c'est une respiration par mouvement de va-et-vient.
va-et-vient, c'est ça qui ralentit le plus l'éjaculation. Une respiration par mouvement de va-et-vient. Voilà, il faut que ça soit synchronisé. Bon, autrement, il y a l'astuce que tout le monde connaît, c'est penser à autre chose. Voilà, alors penser à autre chose, c'est à la fois bien et pas bien. C'est nul si vous dites je dois penser à mon boulot. Comme disait un monsieur, pendant que je suis au boulot, je pense à ma copine, et quand je suis avec elle, il faut que je pense à mon boulot. C'est pas une très bonne idée. Donc, par contre, penser à autre chose en restant dans l'excitation, c'est bien. Je vous donne un exemple. Souvent, je dis beaucoup de patients me disent, moi, ce qui déclenche mon éjaculation, c'est de voir le visage de ma partenaire qui a du plaisir. Et donc, je leur dis, dans ces cas-là, regardez pas le visage de la partenaire. Non, je leur dis, regardez ses seins un petit peu plus bas. Donc, on reste quand même dans l'excitation parce que ça vous fait rire, mais chaque homme a une pensée. Ça fait pareil, Jean-Michel Apathy prend des notes, c'est tout. On le voit sur Europe1.fr. J'écoute attentivement pour savoir ce que je dois faire. L'image sur Europe1.fr est fabuleuse. On vous voit en train de prendre des notes pendant que Catherine parle. C'est très intéressant. Mais regarder les seins, c'est 10 fois plus excitant que de regarder les yeux. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Si un homme me dit ce qui est excitant, c'est de regarder ses seins, je dis regardez son visage. Votre patient, pardon. Non mais justement, il faut que ça soit un patient, qu'il ait de la patience pour que ça dure plus longtemps. Et dernier conseil ou c'est bon? Je peux vous en donner plein d'autres. Alors c'est par exemple, vous avez parlé des yeux, donc gardez les yeux ouverts parce que beaucoup d'hommes ferment les yeux au moment de l'éjaculation quand elle arrive. Et à ce moment-là, garder les yeux ouverts, souvent ça peut beaucoup les aider. Eh ben merci beaucoup. Europe 1. Le désir sexuel, de quoi s'agit-il? Alors c'est quoi le désir? Alors le désir sexuel, c'est une énergie de vie qui apparaît à l'adolescence. Et vous savez peut-être qu'un enfant n'éprouve pas de désir sexuel. Ah bon? Ah non, je savais pas. Ah bon? Pourtant, mais il éprouve quand même quelque chose, c'est-à-dire une grande curiosité. Mais on dit que même les bébés ont des érections, par exemple. Ah oui, voilà, ils ont des érections, mais l'érection n'est pas équivalent au désir. Quand vous dormez la nuit, que vous avez une érection, c'est pas du désir sexuel, c'est un réflexe. Un peu quand même, non? Peut-être chez vous. Non, mais c'est pas dû au rêve érotique, ces choses-là? Non, c'est pas dû au rêve érotique. Même quand on a des rêves non érotiques, un homme, il a des érections toutes les nuits. Donc mais ça se déclenche comment, ce désir sexuel? Alors, ce désir, il se déclenche déjà à la puberté grâce aux hormones, donc à la testostérone, en grande partie, chez les hommes et chez les femmes. Et chez les femmes, c'est aussi lié aux œstrogènes, c'est-à-dire que les femmes ont plus de désir au moment de l'ovulation. Au pic de l'ovulation, elles sont toutes pimpantes et elles ont beaucoup plus de libido, en fait, à ce moment-là. Donc, chez l'homme, le désir est beaucoup plus stable dans le temps, parce que les testicules fabriquent de la testostérone de manière stable. Et chez les femmes, elles fabriquent aussi de la testostérone par les surrénales et les ovaires. C'est stable, mais en plus, elles ont leur cycle qui font que leur désir fait des vagues. Quels sont les autres types de désir sexuel? Alors, le désir sexuel, il y en a plusieurs sortes. Il y a la pulsion sexuelle, qui est le désir auquel on pense quand on parle de désir sexuel. C'est tout simplement une force qui nous pousse à nous reproduire, en fait. C'est la nature qui se dit, il faut absolument que cette espèce ne meure pas, tellement elle est précieuse. Et donc, elle nous donne un désir sexuel et aussi du plaisir pour qu'on ait envie de recommencer. Plus le plaisir, non? Parce que quand on a un désir sexuel, c'est pas pour se reproduire. Pour la nature, oui. Nous, on se dit pas, je veux me reproduire, mais c'est en fait... on veut beaucoup se reproduire, hein. Ah mais oui, la nature se dit, il faut absolument qu'il y ait une reproduction. C'est pas seulement le plaisir, parce que c'est très important, parce que si avec l'orgasme, par exemple, la masturbation suffirait. On a du désir, on est attiré vers une autre personne, c'est la nature qui veut qu'on se reproduise. Même si ça sert pas qu'à ça, il y a d'autres plaisirs que le désir de se reproduire, heureusement. Et on a réussi à séparer ça grâce à la contraception maintenant, hein, heureusement. Donc, il y a la pulsion sexuelle. Et la pulsion sexuelle, c'est pas le seul désir. La pulsion sexuelle ne suffirait pas, parce qu'en fait, la pulsion sexuelle, c'est tiens, tout d'un coup, je sens que j'ai envie, j'ai une bouffée de pulsion sexuelle. Et en fait, le problème, c'est que si vous avez un partenaire ou une partenaire, elle ne sera pas forcément en phase avec vous. Bah oui, c'est ça. Donc, la pulsion, ça ne suffit pas, parce que vous lui diriez, moi j'ai envie maintenant, elle va vous dire, oui, mais pas moi. Et puis 2 heures après. Justement, et comment ça se fait que ça colle souvent? Alors, ça se fait parce que justement, il n'y a pas que la pulsion. Il y a le fait que quand il y a un désir pulsionnel de la part d'un partenaire, là, je m'en dis Gérald comme exemple, je lui dis, tiens Gérald, j'ai envie maintenant. Il n'avait pas envie, il pensait à la morphine. Et il va se dire, mais ça me déclenche une envie, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le désir de réponse. Votre partenaire, c'est le fait d'en parler? Le fait d'en parler, ou pas forcément d'en parler, mais de le montrer, ça déclenche un désir de l'autre, ce qui permet en fait de se mettre sur la même longueur d'onde et de concrétiser, je dirais. Est-ce qu'on ne peut pas décider simplement d'avoir des relations sexuelles pour organiser tout ça, quoi? Oui, alors on peut très bien avoir des rapports sexuels sans désir pulsionnel, c'est-à-dire on se dit tel jour dans la semaine, on s'organise pour finir plus tôt et on se fait une soirée. Ça c'est l'horreur. C'est formidable. C'est formidable. Vous devriez essayer.
De le Ah bah programmer. non. Mais non, c'est formidable affreux. de savoir programmer. Eh ben, alors, la Genre question- tous les jours, quand Jean-Michel Alors, je Apathy vais- commente, j'ai envie. Je vais vous répondre quelque C'est chose. ça. Laissez-moi. Est-ce que- Jean-Marc, c'est du harcèlement. La question c'est est-ce que vous mangez seulement par faim? Bah non, par plaisir non, par aussi. Bah, c'est gourmandise. pareil, la Ah, sexualité, voyez, on peut faire l'amour par plaisir même si on n'avait pas d'envie au départ. Et C'est voilà. pareil. Bon, est-ce Tac, que bravo. Appétit sexuel. donc vous trouvez que c'est pas étrange de planifier Non, je son trouve que désir c'est sexuel? formidable de savoir faire ça en plus des Ah, en pulsions plus. sexuelles et ça n'empêche pas d'avoir aussi des... Mais c'est quoi l'intérêt de planifier? J'arrive pas à comprendre. L'intérêt de planifier, c'est que vous, par exemple, Jean-Marc, vous travaillez 80 heures par Ouais. semaine. Le soir, vous êtes occupé, le Ouais. week-end aussi. Si vous planifiez pas, bah, vous allez vous dire dans 3 mois, mais j'ai eu aucun rapport sexuel en 3 mois. Donc ça permet de repousser, de se dire, bah, je vais prévoir une après-midi pour avoir un rapport sexuel, pour avoir une après-midi de sensualité. Ça permet d'avoir une vie Et sexuelle. est-ce que pour c'est certaines grave de ne personnes. pas avoir de rapport sexuel pendant 3 mois? Oh bah non, c'est pas grave, mais c'est dommage. C'est du C'est temps plutôt perdu, ça. quoi. Voilà, c'est du temps perdu et le temps perdu ne se rattrape pas, vous savez. Oh, c'est joli ce que vous dites. Merci beaucoup, docteur Catherine Solano, de nous avoir tout dit sur le plaisir sexuel en présence de Jean-Michel. Europe 1. C'est la journée donc des droits de la femme aujourd'hui. On continue à s'intéresser aux femmes dans cette émission spéciale du Grand Direct de la Santé. Et on va parler de sexe maintenant avec le docteur Catherine Solano. On va parler des fantasmes des femmes. Le fantasme est quelque chose dont les femmes rêvent. Alors pas forcément, parce qu'il faut bien différencier les rêves et les fantasmes. Par exemple, si une femme vous dit « moi je rêve d'aller en Australie », ça veut dire « j'ai envie de le faire ». Si elle vous dit « je fantasme à quelque chose », ça peut être excitant d'y penser, mais souvent les fantasmes c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout envie de réaliser. Ah bon, mais même. pourquoi? Alors pourquoi? Parce que d'abord un fantasme c'est quelque chose d'excitant. Or, par définition, ce qui est excitant, c'est ce qui est interdit. Donc, dans les fantasmes, c'est presque toujours à 99% des choses interdites. Donc, par exemple, si vous dites, moi, je fantasme de faire l'amour en public devant plein de monde, bah, si vous dites à cette femme, ok, on va le faire, elle va vous dire, mais ça va pas la tête, j'ai pas du tout envie de le faire en vrai. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et on voit bien, ce qui est intéressant, c'est que le fantasme, c'est excitant, donc c'est des choses interdites. Et on voit bien que tout le monde va être très différent parce que l'interdit n'est pas du tout le même pour tout le monde. Ça dépend de la culture, ça dépend de l'éducation familiale, ça dépend de votre façon de penser, etc. Et du coup, il y a des choses qui sont interdites pour que certaines personnes s'interdisent, qui vont devenir des fantasmes. Pour d'autres personnes, c'est un truc banal et ça va pas du tout Moi, être je pensais qu'il excitant. fallait réaliser ces fantasmes pour ensuite en avoir d'autres. Non? Ben, c'est vrai que quand vous réalisez un fantasme, souvent, eh ben ça l'aplanit, c'est-à-dire que ça devient plus tellement excitant d'y penser. À autre chose. Voilà, et le risque, c'est l'escalade et d'arriver à des choses pas un petit peu interdites, mais beaucoup interdites, voire dangereuses. Alors, quels sont les fantasmes féminins? Alors, bien sûr, c'est très personnel. Évidemment, on ne va pas dire toutes les femmes ont comme fantasme numéro 1 telle chose et telle chose, mais je vais vous dire des généralités. Alors, les fantasmes féminins les plus fréquents, c'est faire l'amour dans un lieu insolite. Ça peut être dans la plage ou la forêt, et ça correspond à une envie de sensualité et de nature. Alors, il y a aussi des femmes qui fantasment de faire l'amour dans un lieu insolite, mais pas du tout dans la nature. Ça peut être un endroit comme un ascenseur, un parking, une cabine d'essayage, c'est-à-dire un endroit où vous allez les risquer d'être surpris. Et ça peut être excitant de fantasmer qu'on pourrait être surpris, alors qu'on n'a pas du tout envie de le faire forcément, je précise. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, assez fréquent, c'est faire l'amour avec quelqu'un d'autre que votre partenaire. Alors ça peut être une célébrité, ça peut être un animateur de radio, par exemple, je suivais mon regard. Ça peut être un chanteur, on parlait d'un chanteur tout à l'heure, un homme politique, un collègue de travail, un voisin, mais ça peut être aussi un médecin nutritionniste, par exemple. J'allais oublier, excusez-moi. Il vous réclame depuis tout à l'heure, il est là pour regarder. Non, tu m'as pas cité. Mais ça peut être aussi avec un inconnu. Et ça, c'est une envie de faire un peu exploser les barrières de l'habitude, d'aller plus loin, de vivre une aventure, en fait. Mais ça peut aussi, et c'est quand même assez fréquent, faire l'amour avec une autre femme, ce qui est un fantasme assez fréquent chez les femmes hétérosexuelles. C'est pas tout le monde, mais c'est relativement fréquent, c'est pas rare. À quoi sont liés ces fantasmes ? Pourquoi est-ce qu'une femme a tel fantasme plutôt qu'un autre? Alors, elle a tel fantasme plutôt qu'un autre parce que, en fait, ça dépend beaucoup de son tempérament, mais aussi de son expérience de vie. C'est-à-dire que, en fonction des expériences que vous avez vécues, ça va ancrer tel ou tel fantasme. Et on a tous tendance à être dans le même type de fantasme tout le temps. On fonctionne sur un mode, par exemple, il y a des personnes qui ont des fantasmes plutôt exhibitionnistes. Je parle pas des gens qui sont exhibitionnistes dans la rue, mais je parle de l'imaginaire érotique. Par
exemple, il y a des femmes qui vont sentir une excitation à l'idée de faire un striptease ou de se trouver nues devant des personnes. Il y a d'autres personnes qui ont des fantasmes plutôt voyeuristes, c'est-à-dire que ça va être excitant de penser qu'ils pourraient surprendre quelqu'un nu ou surprendre un couple en train de faire l'amour. Mais il ne faut pas le faire. Alors, pas forcément. Mais parce pourquoi que J'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce que vous n'allez pas être exhibitionniste, vous déshabiller dans la rue, on va vous emporter au poste. Voilà, tout si une simplement. nana a envie de faire un striptease devant son mec, si ça la travaille, il faut qu'elle le fasse. Non, mais tout à fait. On peut jouer à réaliser ses fantasmes, mais pas forcément. Bonjour Jean-Michel Apathy, qui arrive au bon moment, comme toujours. Je suis ravi d'être là. Je vous écoute. Oui, donc il faut vraiment. Moi, il y a aussi un type de fantasme très fréquent dont j'ai pas parlé, c'est les fantasmes sadomasochistes. C'est-à-dire, c'est pas forcément des choses violentes, c'est l'envie d'être dominatrice. On en a des fois bien besoin, nous qui sommes très dominés, les femmes, c'est la journée des droits de la femme. Bien sûr que si, vous dites ça parce que vous êtes un homme, et donc ça peut être une envie de dominer ou d'être dominé en jeu ou même en s'amusant avec son partenaire ou en fantasme, où ça peut être poussé très très loin des choses de domination. C'est Degré en fait qui a mis ça. Ça l'a mis à la mode en fait. Disons que ça a fait en parler alors que c'était déjà une réalité dans les fantasmes féminins. Aujourd'hui, à quoi ça sert d'avoir des fantasmes ? Alors les fantasmes, ça sert à alimenter l'imaginaire érotique. C'est-à-dire qu'une personne qui a zéro fantasme, n'a pas de désir. Donc ça, c'est important. Ça sert aussi pas de fantasme, pas de désir. Si on n'a jamais de fantasme, on n'a jamais d'envie, on pense jamais à la sexualité en fait. Et ça sert aussi à s'adapter à son partenaire, parce que votre partenaire vous dit tiens, j'ai envie de faire l'amour avec toi, vous dites zut, j'étais en train de faire je ne sais pas autre chose. Eh bien hop, vous allez pouvoir faire appel à un fantasme et stimuler votre désir. Mais ça veut dire tout que c'est une façon de le tromper. Ça veut dire que c'est pas lui qui vous stimule si vous êtes obligé de penser à autre chose. On n'est pas obligé, mais c'est un plaisir de penser à autre chose aussi. Mais vous pouvez penser à un fantasme avec lui. Mais, oui, enfin, si vous pensez à autre chose quand vous êtes avec votre mec, excusez-moi, c'est pas très valorisant. Écoutez, c'est la vie. Si vous le faites jamais, je suis désolée pour vous. Tout le monde le fait plus ou moins. Écoutez. Europe 1. Face aux caprices de notre libido, il y a des hauts, il y a des bas, au propre comme au figuré. Alors pourquoi faut-il booster sa libido ? Après tout, si quelqu'un n'a pas envie, il faut pas le forcer, non ? Non, faut pas se forcer, mais le problème, c'est qu'on est dans une société où on est bombardé d'injonctions sur la libido, donc on a l'impression que tout le monde devrait tout le temps avoir envie de faire l'amour à tout instant. Or, c'est pas de la vraie vie, c'est vrai dans les films ou les séries, mais pas dans la vraie vie. Donc, quand on a la libido trop basse, faut d'abord se demander, est-ce qu'elle est vraiment trop basse ou est-ce que je suis normale ? Oui, mais justement, qu'est-ce qui peut faire penser qu'on a une libido trop basse ? Alors d'abord, il y a trois choses. D'abord, il y a une idée préconçue sur ce qui est normal. Il y a beaucoup de personnes qui disent normalement, un couple normal fait l'amour 2, 3 ou 4 fois par semaine, alors qu'en fait, la normalité n'existe pas dans ce domaine. On peut très bien être heureux en faisant l'amour 2 fois par mois ou tous les soirs, mais il n'y a pas de normalité. La deuxième chose qui peut faire penser qu'on a pas beaucoup de libido ou pas du tout, c'est le harcèlement ou la pression de notre partenaire. Parce que si vous êtes avec quelqu'un qui dit mais t'as jamais envie, moi quand j'ai envie t'es jamais d'accord, plus vous avez de pression, moins vous avez envie. Surtout que quand quelqu'un vous dit t'as pas envie, c'est pas marrant, c'est pas ça qui va vous donner envie, donc on a de moins en moins envie, on croit qu'on n'est pas normal. Alors qu'on serait avec quelqu'un de plus calme, on aurait beaucoup plus souvent envie. C'est pour ça qu'une même personne dans un couple différent peut dire mais c'est bizarre, avec lui j'ai toujours envie, avec mon ex j'avais jamais envie, vous voyez, voilà. La troisième chose, c'est de ne pas prendre en compte tous les paramètres, parce qu'il y a un problème, c'est qu'on se compare aux autres. Et il y a des personnes qui se disent, moi je fais pas l'amour souvent, je fais l'amour que tous les 15 jours, et j'en connais qui le font 3 fois par semaine, ou tous les jours. Le problème, c'est qu'ils calculent pas le temps passé pour la sexualité. Il y a des personnes qui font l'amour une fois tous les 15 jours pendant 3 heures. Il y en a qui disent, oui, mais moi je le fais tous les soirs et ça prend 5 minutes. À la fin de la semaine ou des 15 jours, vous avez passé moins de temps dans votre sexualité que ceux qui le font pendant 3 heures. Oui, en même temps, vous en parlez, c'est une façon assez technique d'en parler, quoi. C'est pas ça l'amour. Je suis non, mais vous êtes là avec vos 5 minutes, 3 minutes, 3 heures, etc. Oui, mais ce que j'explique, c'est que les personnes s'auto-analysent en comparant les choses comparables. Et l'amour, c'est difficile à comparer, à quantifier. Donc, pour se rassurer, les hommes mesurent les centimètres, les minutes, les secondes, le nombre de fois, et essayent de se comparer. C'est ça le problème. Ça, je suis d'accord avec vous. Bon, il y a bien des personnes qui ont conscience de souffrir d'un manque de libido, quand même. Oui, alors il y a des personnes qui se disent moi j'ai pas du tout d'envie, et dans ces cas-là écoutez, il faut commencer par se demander pourquoi. La première, parce que si vous voulez, normalement on a tous une libido, il y a que quand on est mort qu'on n'a plus de libido en fait, globalement. Donc quand on n'en a pas, c'est comme si vous voulez, si on était sur un vélo et qu'il y avait les freins serrés, il faut se dire qu'est-ce qui freine ma libido. Mais même les personnes très âgées. Oui.
tout à fait. Bah, c'était hier, avant-hier, on avait cette dame de 80 ans qui prenait beaucoup de plaisir à faire l'amour avec son compagnon de 60 ans. Donc voilà, oui. Oui, y a pas de, on a encore des années devant nous, ça me fait plaisir d'entendre ça. Donc. D'accord. Et puis 20 ans d'écart dans ce sens-là, c'est toujours agréable à entendre aussi pour nous. Hein. Bon, passons. Et donc, pour stimuler, donc la libido, d'abord, c'est qu'est-ce qui freine ma libido? La première chose, c'est les médicaments. Regardez, est-ce que vous prenez un médicament? Alors, toutes les femmes me disent non, je prends pas de médicaments, et je leur dis et la pilule? Oui. Donc la pilule peut freiner la libido. Ça, c'est important à savoir. La deuxième chose, c'est les médicaments pour faire pousser les cheveux. Vous savez, il y a des lotions, etc. Il y en a certains qui baissent la libido chez les hommes. Voilà. Les médicaments, contre les cancers de la prostate et tous les problèmes de prostate, les médicaments pour la ménopause, les neuroleptiques ou antidépresseurs. Et donc, si jamais vous prenez un médicament, quel qu'il soit, il faut commencer par lire la notice et voir s'il y a marqué baisse de libido. Ça paraît du b.a.-ba, mais comme c'est souvent en petit caractère, on ne le regarde pas. En général, oui, mais il ne faut pas les lire. C'est une bonne chose de ne pas les lire. C'est si on commence à lire tous les effets indésirables, on les a, mais quand on en a un, il faut regarder. Ensuite, les problèmes de santé. Donc, les dépressions, anorexie mentale, toutes les maladies chroniques, ça peut baisser la libido. Et puis, ça peut être un problème de couple aussi, tout simplement, non? Voilà, ça peut être un problème de couple. Effectivement, ce que je disais, par exemple, si l'autre fait pression sur vous, vous pouvez ne plus avoir envie. Mais surtout, si vous avez une émotion négative envers votre partenaire. Par exemple, si vous lui en voulez beaucoup, si vous avez du ressentiment, de la colère ou de la jalousie, du coup, cette émotion négative va contrebalancer votre désir et vous aurez l'impression d'avoir aucun désir, alors qu'en fait, il est toujours là, mais l'émotion négative fait une vague qui emporte ce désir et vous ressentez plus de désir. Alors, on va prendre le cas le plus simple, parce que sur les médicaments, après, chacun va régler ça avec son médecin. Si le problème vient du couple, qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand on a un problème de couple qui fait qu'on n'a pas de libido, il faut crever l'abcès et dire ce qui va pas, parce que sinon, c'est impossible de retrouver du désir si on a plein de ressentiments envers l'autre et de choses qui vont pas. Donc, il faut se parler, il faut vider l'abcès et puis la libido doit revenir si on a bien réussi à évacuer ça. Mais ça, c'est s'il y a un problème, ça peut être la lassitude aussi. Oui, alors quand on est une personne normale, qu'on se dit je prends pas de médicaments, je m'entends bien avec mon conjoint qui me harcèle pas et quand même j'ai pas d'envie. Alors il faut se dire déjà s'autoriser à penser à la sexualité, parce qu'il y a énormément de personnes qui ont une pensée sexuelle dans la journée, on en a tous, et qui se disent non mais j'ai pas que ça à faire, je pense à autre chose. Plus on évacue les pensées sexuelles, moins on a de libido. Donc quand on a une petite pensée sexuelle, on y va, on l'alimente, on se dit oui, c'est agréable de penser à des choses comme ça, etc. Ah bon, d'accord. Voilà. Mais on s'excite tout seul, quoi. C'est même pas s'exciter, c'est pas l'excitation au moment où vous y pensez, mais avoir une petite énergie dans ce domaine-là. Oui, mais ça va pas jusqu'à parce que l'excitation pour un sexologue, ça veut dire érection ou lubrification. Pardon, si vous voulez. D'accord. Donc c'est une stimulation érotique. Très bien. Ensuite, c'est se donner du temps. Ouais. C'est hyper important parce que dans notre société, beaucoup de gens consacrent pas de temps à la sexualité, ils courent dans tous les sens. Je fais pas la liste de tout ce qu'on a à faire, c'est pas la peine, mais si on repousse pas tout ça pour donner du temps à la sexualité, on n'a pas envie du tout, on trouve pas le temps. Bon, et alors si on est, on va mettre des guillemets parce que je sais que les médecins n'aiment pas ce mot, mais si on est normal, mais qu'on a envie de booster sa libido un peu, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, on peut lire des livres érotiques, parce que chez les femmes, par exemple, c'est extrêmement efficace. C'est pour ça, je vois bien, Jean-Marc, vous êtes un homme, on avait remarqué, tant mieux. Et donc les livres érotiques, ça fait office, c'est beaucoup plus efficace chez les femmes. C'est pour ça qu'actuellement, il y a un grand renouveau de la littérature érotique. Elisabeth, pour les femmes. Non, moi je me disais, est-ce qu'il ne faut pas tout simplement prendre un second partenaire? Oula! Non, mais. Ah oui, elle y va carrément. À ce moment-là, ça veut dire que vous avez. On embrasse votre mari au passage, Elisabeth. Ça veut dire que vous avez de la libido si vous avez envie de le faire. Non, pas du tout, mais c'est une. Est-ce que ça peut relancer l'excitation? C'est ça ce qu'elle veut dire. Alors, y penser, oui, le faire, ça dépend de votre. Non, mais une chose aussi qui est importante, c'est de dire à son partenaire ce qui vous donne envie, de lui exprimer ce qui vous donne envie et d'écouter ce qui lui donne envie. Parce que moi, je vois par exemple énormément d'hommes qui disent ma conjointe, elle n'est pas marrante, elle n'a jamais envie. Ouais. Bon, si vous demandez à sa femme, qu'est-ce qui vous donne envie? Elle va dire ce qui me donne envie, c'est que mon mari me dise qu'il m'aime. Est-ce qu'il vous lui avez dit oui? Est-ce qu'il le fait? Non, mais il se plaint quand même. Ou c'est ou par exemple, j'ai un patient qui me dit moi, ce qui me donne beaucoup envie, ce qui est excitant pour moi, c'est une femme qui porte des talons. Il a jamais osé le dire à sa femme, donc elle met jamais de talons. Enfin, c'est complètement débile, mais c'est la communication déjà de dire moi, ce qui me donne envie, c'est telle chose, et puis voilà. Mais Elisabeth disait par exemple penser à un autre en faisant l'amour avec son mari. Oui, c'est pas forcément en faisant. C'est bien ou pas? Alors c'est ni bien ni mal. C'est pas terrible quand même, non? Écoutez, c'est pas une forme de trahison? Oh non, c'est pas une forme de trahison. Non.
Si vous êtes avec votre mari et que vous pensez à un autre, c'est pas génial, non? Disons que vous, la sexologue. Tout le monde peut avoir des fantasmes. Un fantasme, c'est pas une trahison. Ce qui est une trahison, c'est de passer à l'acte. Donc on peut penser à tout ce qu'on veut. Dans sa tête, il n'y a pas de souci. Surtout des choses interdites, parce qu'en général, ce qui est excitant, c'est ce qui est interdit. Voyez. Donc si ça vous excite plus du tout de penser à un autre homme, c'est embêtant, c'est que vous l'interdisez peut-être pas. Donc, on ne connaît pas assez bien les femmes finalement. Finalement. Et puis pour booster sa libido, un petit conseil encore? Vous avez tout dit. Pour conclure, je veux dire une chose, c'est qu'on est tout le temps en train de parler de booster la libido, et des fois je me dis, il faudrait peut-être se poser la question comment faire pour diminuer la libido, parce qu'il y a beaucoup de couples où il y a beaucoup de couples, il y en a un qui harcèle l'autre, et si vous voulez, c'est un puits sans fond en demande, et on dit toujours comment il faut faire pour que l'autre monte sa libido et pas pour que celui-là la baisse. Donc il y a aussi il faut être au même niveau, quoi. C'est le secret du couple. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Catherine. Europe 1. Et pour beaucoup d'entre nous, en particulier les hommes, ne pas être capable d'offrir à sa partenaire une expérience sexuelle d'une certaine durée est source de soucis, voire de stress. Heureusement, il est tout à fait possible d'améliorer son endurance sexuelle par différents moyens. On va vous donner des conseils. Si vous manquez d'endurance et cela vous stresse, vous n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler également pour demander des conseils à notre docteur Catherine Solano. Docteur, d'abord, certaines personnes trouvent qu'elles manquent d'endurance et à chaque fois on se dit mais quelle est la norme au fond ? Voilà, alors justement, en sexologie, on dit toujours qu'il n'y a pas vraiment de normes. Certaines personnes vont être ravies d'avoir un rapport sexuel qui ne dure pas longtemps du tout, et d'autres fois, on sera ravis d'avoir un rapport sexuel qui dure longtemps. Donc, la quantité de plaisir n'est pas du tout proportionnelle à la durée. Néanmoins, on peut quand même donner des moyennes. C'est qu'en moyenne, un rapport sexuel dure 20 minutes. Mais c'est quoi un rapport sexuel pour vous? Ça commence où? Ça finit où? Voilà, le truc c'est que le rapport sexuel c'est préliminaire compris, c'est tout entier. Et ce qui fait que y a beaucoup d'hommes qui se disent mais normalement c'est 20 minutes. Et ils pensent que c'est 20 minutes à partir de la pénétration et ils se disent moi avec des mouvements rapides je dure pas 20 minutes. Bah, c'est normal, on considère que c'est trop anormalement rapide, je dirais, ou que c'est bien de faire quelque chose quand c'est moins d'1 minute, là c'est quand même un problème, et moins de 3 minutes c'est un peu gênant, et au-delà de 3 minutes, ce qui paraît pas très long, en fait c'est tout à fait normal, c'est juste qu'on a besoin d'apprendre ce qu'on appelle les habiletés nécessaires pour faire durer le plaisir. Mais juste au-delà de 3 minutes, en gros la moyenne c'est quoi de ce côté-là? Parce que vous nous avez donné la moyenne du rapport qui est 20 minutes, la moyenne après pénétration c'est quoi? Eh ben c'est plus de 3 minutes. Oui mais plus ça veut rien dire. Ouais, mais il n'y a pas de... Parce que, en fait, si vous voulez, pourquoi on ne peut pas trop le dire? Tout simplement parce que ça dépend de la manière dont les gens s'y prennent, quoi. Si vous, par exemple, vous faites une pénétration, ça dure 2 minutes, vous arrêtez, vous recommencez à faire des caresses, vous recommencez. Il y a des personnes qui vont faire une pénétration, il y a une pause, qui discutent ou qui bougent pas, etc. Qui vont boire un verre. Pourquoi pas, qui arrêtent, enfin, si vous voulez, donc, ou qui vont très lentement, d'autres très vite, donc c'est difficile à quantifier. Il y a des gens, on les entend tous, qui se vantent que ça dure des heures, et ça crée des complexes. Voilà, parce que par exemple, on entend des fois des personnes qui disent nous on a fait l'amour toute la nuit. Oui. Alors vous entendez ça, vous vous dites bah moi je sais pas si j'y arriverai, mais en réalité la personne qui dit ça c'est peut-être vrai, mais elle n'a pas fait une nuit de mouvement de va-et-vient de 8h du soir à 8h du matin. On s'en doute mais les personnes complexées se disent oh là là, moi je suis vraiment nulle, j'y arrive pas du tout. Vous entendez des gens aussi qui parfois vous disent j'ai fait l'amour 7 fois, 6 fois de suite. Oui, alors il y a des personnes qui disent j'ai fait l'amour 7 fois de suite. Traduction, ça veut dire j'ai éjaculé 7 fois. C'est toujours un truc qui m'intrigue parce que une femme un orgasme, on dit pas c'est un rapport sexuel. Non, c'est une éjaculation égale un rapport sexuel. Du coup, un homme qui dit j'ai fait l'amour 7 fois, ça veut dire j'ai éjaculé 7 fois. Il y a des chances que les premières fois, il ait une éjaculation précoce. Donc un homme qui dit moi jamais j'ai réussi à faire 7 fois de suite, c'est parce que ça dure plus longtemps et peut-être que sa partenaire elle est plus ravie, plus comblée que celui qui l'a fait 7 fois. C'est pas un gage de qualité du tout. Mais quand même, certains hommes ont tendance à ne pas durer suffisamment longtemps et ça peut être frustrant pour la partenaire. Oui, alors ça c'est sûr, c'est frustrant et donc je vais vous donner quelques petits conseils. Alors. Le premier, c'est de commencer par une pénétration très lente. Il ne faut pas rentrer d'un coup à toute vitesse parce que ça fait trop monter l'excitation vu que ça donne des frottements intenses. Deuxième chose, je vois Jean-Marc qui rigole en disant c'est exactement ce que je fais. Imagine la situation. Je vais vous dire la vérité, en fait je suis en train de peser tous vos mots parce qu'il est 11h50 et je me dis voilà qu'est-ce qu'on est en train de dire sur Europe 1, donc c'est pour ça que je suis très attentif en fait. Ensuite, deuxième chose, une fois que c'est fait, on fait une pause au moins 1 minute sans bouger du tout en appréciant le moment et les sensations. Tu notes, je Marcel? fais très attention. Troisièmement, on commence par faire des mouvements donc de va-et-vient mais très lents au début, doucement, toujours en appréciant le plus possible les sensations, tout en respirant
par le ventre, parce que respirer par le ventre, ça fait baisser les tensions et l'excitation, donc on est plus détendu et puis on profite plus. Et les mouvements de va-et-vient doivent se faire par bascule du bassin. C'est-à-dire, il ne faut pas bouger tout le corps avec le va-et-vient, mais juste le bassin, ça doit tourner autour de la hanche. Et pour les personnes qui ont vraiment un gros problème, qui disent oui, tout ça c'est joli, mais moi c'est tellement rapide que j'arrive à rien faire comme conseil, on conseille de prendre un médicament qui ralentit, qui augmente la durée, si vous voulez. Et donc, actuellement, on a un médicament la molécule s'appelle la dapoxétine, et ça peut aider les personnes qui sont tellement stressées que ça va très très vite. Ça leur fait durer plusieurs minutes, ce qui permet de faire des exercices et de s'entraîner. Il y a des médicaments qui permettent de freiner ça ? Oui. Ah, c'est drôle ça. Tout à fait. C'est un médicament qu'on prend 1 heure avant à peu près et qui multiplie par 3 la durée du rapport sexuel à partir du moment de la pénétration. Il y a aussi des anneaux qu'on peut mettre, non ? Oui, c'est vrai. Un anneau pénien qu'on met à la base du pénis, ça resserre et ça ralentit souvent l'éjaculation, mais quelquefois ça la bloque un petit peu. Mais c'est aussi un moyen mécanique qui est intéressant parce qu'il n'y a pas de produits chimiques, donc c'est une autre méthode. Tout à fait. Mais la sexualité, c'est uniquement de la technique parce qu'il y a un côté psy quand même. Oui, non ? alors il y a aussi un côté psy, effectivement. Il y a des personnes qui sont tellement stressées que ça va être trop rapide, et là les conseils techniques vont pas forcément diminuer leur stress. Donc voilà, ce qu'il faut faire, quelques petits conseils très pratiques. D'abord, formuler des paroles tendres à voix haute, parce que la tendresse est un peu une antidote de l'excitation, donc c'est agréable aussi. Attendez, la tendresse est un antidote de l'excitation ? Oui, quand vous êtes, si vous voulez, quand vous êtes avec votre partenaire, vous pouvez être dans la tendresse, le câlin, et souvent à ce moment-là, vous n'êtes pas très excité, ou vous pouvez être dans l'excitation. Oui, mais oui, tout à fait. Mais non, mais la tendresse, c'est excitant, la tendresse. Oui. Bah oui, c'est bizarre. Oui, mais c'est pas la même excitation, si vous voulez. C'est pas une excitation qui va précipiter l'orgasme. C'est pas animal, je pense. Oui, c'est moins animal. Bah non, mais c'est plus beau. Ensuite, il y a un deuxième conseil très important, c'est que beaucoup d'hommes chez qui ça dure trop vite, c'est parce qu'ils sont tout le temps pressés. Ils se disent tout le temps dépêche-toi toute la journée. Et alors quand ils ont un rapport sexuel, ce truc automatique se met en route et hop, ça va à toute vitesse. Et donc on leur demande de s'entraîner à se brosser les dents en vraiment 3 minutes. À manger, c'est la meilleure de la journée. À manger très lentement, à savourer chaque bouchée, à prendre sa douche en profitant du plaisir, de manière à apprendre à... Jean-Michel Apathy passe en force à côté de vous. Hein, oui. On le voit. Désolé. Mais donc on se brosse les dents plus lentement pour avoir un rapport sexuel plus long. Voilà, parce qu'on s'entraîne à changer d'attitude dans la vie, de manière à être moins à fond tout le temps, quoi. Et on mange plus lentement aussi. Je m'en vais, Jean-Marc. En plus, on met un 6, qui est toujours agréable. On mange plus lentement, on savoure les bouchées, on prend sa douche, au lieu de la prendre en 2 minutes, on se dit c'est agréable, l'eau qui coule, la sensation de chaleur, etc. De manière à transformer progressivement son attitude d'homme qui se dit vite, dépêche-toi. Moi, j'ai des patients qui me disent j'ai un petit disque dans ma tête toute la journée qui me dit dépêche-toi. Et quand j'ai un rapport sexuel, il faudrait que je puisse l'arrêter, me dire prends ton temps, mais ça devient automatique. Moi, c'est Nicolas, mon réalisateur, qui me dit sans arrêt dépêche-toi, on est à la bourre. Donc, je comprends. Ben voilà, c'est pour ça que vous avez des petits soucis. Non, ça va, merci. Ça va. À cause de toi, ma vie sexuelle est un désastre, il va falloir changer. C'est gentil. Je peux poser une question ? Oui, docteur Cohen. L'histoire de, par exemple, comme quoi certaines femmes préfèrent un rapport de type brutal, bestial, etc. Là, vous nous dites tendresse, va doucement, etc. Et ces femmes-là, alors, ça existe ou c'est du bidon ? Oui, alors merci pour votre question, parce qu'effectivement, il y a des hommes qui ont un gros problème, c'est leur partenaire. Il y a des partenaires qui disent je veux pas de préliminaire, je veux pas de caresse avant, je veux que ça commence et que ça soit à fond tout de suite. Et alors les hommes disent mais qu'est-ce que je fais ? Eh ben vous pouvez rien faire. Il faut trouver quelqu'un qui accepte. On change quoi ? On peut pas aimer forcément les choses changer de plutôt partenaire. Non, mais si vous voulez, on peut aimer les choses brusques, mais ça n'empêche pas dans un premier temps d'avoir de la douceur pour que ça dure longtemps. Rapidement, est-ce qu'à partir d'un certain âge, on a moins d'endurance ou plus ? Alors, ça change pas grand-chose au niveau de l'éjaculation. En revanche, au niveau de l'érection, si un homme a un orgasme une première fois, ça va mettre beaucoup plus de temps pour avoir une deuxième érection avec les années. Est-ce que le manque d'endurance, ça existe aussi chez les femmes ? Alors, ça existe, mais c'est différent. C'est plutôt parce qu'au bout d'un moment, une femme peut ressentir des brûlures, ça lui fait mal, ça chauffe et ça devient désagréable. Donc, elle dit au secours et c'est trop long, il faut arrêter. D'accord. Mais c'est plutôt par rapport à ça en Mais général. une femme ne peut pas avoir d'orgasme trop rapidement ? Il y a des femmes qui ont des orgasmes très rapidement, mais ça les empêche pas de recommencer tout de suite, donc c'est pas gênant en fait. Elle n'a pas le même problème que chez les hommes. Voilà, en fait. exactement. Merci beaucoup, docteur Catherine Solano, pour toutes ces précisions. Europe 1. Et oui, si les bonnes résolutions sont un casse-tête à tenir, certaines peuvent être plus ludiques. Et ce matin, pour que vous ayez une vie sexuelle épanouie, eh bien, on va vous dire comment pimenter votre vie du couple avec les sexo-résolutions. Avec vous, docteur Catherine Solano. Alors, d'abord, quelle résolution sexuelle vous proposez pour 2016 ? Alors moi, je vous propose un plan en 3 temps.
C'est très organisé. Petit pas là aussi. Hein. Et non un plan à 3, hein. On précise. C'est un plan en 3 temps. C'est un plan en 3 temps. D'accord. Donc le premier, c'est de commencer par réaménager votre chambre. Parce que l'environnement, ça compte beaucoup dans la sexualité. D'abord, commencez par sortir de cette pièce tout ce qui n'a rien à faire. La télévision en priorité. Votre mari. Vos piles de livres. Non. Votre pile de livres, parce que le lit, c'est fait pour dormir ou pour faire l'amour, mais pas pour regarder un jeu télévisé à deux ou pour lire chacun de son côté. On vire la télé. On vire la télé de la chambre. C'est le seul moment où elle voit Gérard Leclerc. Et alors, une fois que vous avez fait le vide comme ça, investissez dans autre chose dans cet environnement. Par exemple, offrez-vous une lampe d'ambiance qui va faire une lumière plutôt chaude, jaune, orangée ou rouge. Changez vos rideaux, mettez aussi des rideaux qui soient des voilages avec une couleur orangée ou quelque chose comme ça, une couleur chaude. Votre housse de couette éventuellement ou même vos oreillers. Et puis peut-être offrez-vous un tableau érotique à mettre dans votre chambre, mais si. C'est vulgaire. Ah mais non, mais il y a des choses très belles. L'érotisme, c'est pas vulgaire. Vous parlez de pornographie, Jean-Marc. J'ai pas dit un tableau pornographique, j'ai dit un tableau érotique. Mais c'est-à-dire, on voit quoi? Eh ben, ça dépend ce qui est érotique pour vous. Hein. Ah oui. D'accord. Je vais pas vous donner. Non, mais pour vous. Ah, pour moi, oui, éventuellement, j'ai une de mes collègues qui a un beau tableau érotique qu'elle adore, qu'elle tient de sa grand-mère, qui avait une vie érotique très épanouie. Elle a voulu absolument en hériter. Et c'est quoi? C'est une femme, c'est un tableau d'une femme nue allongée sur un lit. Enfin, c'est un truc assez joli. C'est pas érotique, ça. Ben, ça dépend. Vous pouvez vous offrir une sculpture. Moi, j'ai une sculpture personnellement. Hein. Le donc, David de Michel-Ange. Ensuite, installez éventuellement un miroir, parce qu'il faut penser aux 5 sens. Installer un miroir. Alors, si on en a envie, on n'est pas obligé, heureusement. Donc un miroir, ça peut se révéler très érotique. Pour se voir quand on fait l'amour. Tout à fait, pour se voir ou pour voir l'autre, ou vous voir à deux, etc. etc. En général, se voir à deux, mais on va pas un miroir qui va séparer les deux corps. Quand même. Non, voilà, non, tout à fait. Ensuite, prévoyez tout ce qu'il faut comme technique pour passer de la musique. Et préparez-vous une ou plusieurs playlists à passer pendant l'amour, ça dépend. Alors après, vous choisissez votre musique. Préparez votre truc. Là, on est dans un monde où personne ne travaille. Bah oui. Ah non, mais attendez, vous passez bien plus de 3 heures par jour devant la télé. On a gagné 14 ans de vie. Vous savez ce que c'est, les 14 ans de vie qu'on a gagné? Eh ben, on passe 14 ans de vie devant sa télé. L'augmentation de l'espérance de vie, on le passe devant la télé. Alors, je propose de passer quelques minutes à programmer 14 ça. Je trouve que ça vaut la peine. Des parfums aussi, hein, c'est important. Voilà, les parfums, un diffuseur de parfums. Si vous avez un parfum érotique, genre vanille, musc, etc., ça peut aussi... vous n'êtes pas obligé de tout utiliser tous les jours non plus. Non, oui, parce qu'on trouvait ça un peu épuisant. Écœurant, 3 parfums. Là. Alors, s'occuper de l'environnement, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Vous avez un deuxième conseil. Voilà, deuxième partie du plan. Deuxième sexo-conseil, s'occuper de soi. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ont une sexualité pas suffisamment épanouie par manque de confiance en soi, parce qu'on a l'impression de ne pas être à la hauteur ou on ne se sent pas assez beau. Alors, il faut tout faire pour se sentir un dieu ou une déesse de l'amour, c'est-à-dire s'embellir. Par exemple, ça peut être investir dans une épilation laser pour les femmes. Vous serez tranquille pour longtemps plutôt que de passer des heures à vous épiler à la cire. Pour les hommes, par exemple, je pensais à notre collègue qui fait de la chirurgie esthétique. Éventuellement s'offrir des greffes de cheveux. Pour tout le monde, des facettes si on n'a pas un joli sourire, parce que ça bloque beaucoup de personnes de se dire j'ai les dents marron de A à Z. C'est quoi le budget après? Et éventuellement, je pense aussi à une chose, c'est s'offrir un coach en maquillage ou en coiffure, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui 25 ans après ont toujours la même coiffure que quand ils étaient ados. Je vois pas qui Ça permet de ne pas voir qu'on vieillit quand on a toujours la même coiffure. C'est pas sûr, c'est pas certain. Arrêtez. Ça dépend. Mais si, regardez Dany Saval. Moi, je trouve que Dany Saval, elle a toujours la même coiffure depuis les années 60. Et comme ça, elle ne vieillit pas. Les garçons changent rarement de coiffure. Hein. Oui, les garçons, c'est différent. Ouais. Et aussi, alors, faites plaisir à votre corps, offrez-vous un gommage, un massage en institut, des cours de yoga, quelque chose pour sentir que vous êtes bien dans votre corps. Et du coup, ça aide beaucoup la sexualité. Bon, c'est sympa tous vos trucs, mais il n'y a pas des choses un peu plus sexuelles? Voilà, alors sur le plan, j'en viens au cœur du sujet. Donc, premièrement, il y a plusieurs idées. Investissez dans des sous-vêtements sexy, mais surtout pas des choses vulgaires. Le but, c'est de vous sentir une déesse. C'est dur de trouver la limite entre les deux quand même. Hein. C'est pas toujours facile, je suis d'accord avec vous, mais moi, j'aime pas tout ce qui est vulgaire. Donc, si on aime ce qui est vulgaire, on peut aussi. Mais c'est pour les femmes, ça, parce que les mecs, sous-vêtements sexy, ça n'existe pas. Ça existe, mais c'est souvent moins sexy, à mon avis. Ensuite, apprendre l'art du massage. Prendre des cours du massage à deux. Alors, c'est formidable.
Donc, quand on est jeune, c'est super, Julie, je vous promets. C'est toujours la même qui masse l'autre en plus. Ah non, justement, il faut que ça soit à double sens. Si vous, Julie va me dire ça va coûter cher tout ça, regardez sur Internet, il y a des explications pour des massages thaïlandais, indiens, ayurvédiques, californiens, il y a toutes sortes de massages, c'est super. Et puis on s'offre une huile parfumée aussi, un peu sensuelle pour augmenter la sensualité du massage. Les draps. Si les huiles. On comprend pourquoi elle fait plus rien depuis 10 ans. Alors vous prenez une huile sèche. Une huile sèche. Voilà. Attendez, laissez-la avancer parce que Jean-Michel Apathy va arriver, il aura raté la moitié des conseils. Ensuite, je propose de choisir un livre érotique à lire ensemble à haute voix. Parce que c'est vrai que la lecture érotique, ça peut être érotique, mais quand c'est lu à haute voix par quelqu'un qu'on aime, ça peut booster l'effet. C'est-à-dire qu'on prend un livre, on le lit. Voilà, on fait de la lecture. Le lit à haute voix. Un livre érotique. Donc il faut chercher un petit peu, c'est comme dire à Martine, ça demande du temps. Je sens que Martine n'a pas besoin de tout ça. Notre médecin n'a pas besoin de tout ça, tant mieux pour elle. C'est quoi, c'est genre 50 nuances degrés, c'est ça? Par exemple, si vous voulez. Vous avez des idées, des conseils sur les livres? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les livres de Françoise Saint-Père. Elle écrit des nouvelles érotiques. Par exemple, il y en a qui s'appellent Le jeune homme au téléphone. C'est des choses assez réalistes. Ou alors les nouvelles d'Anaïs Nin, qui sont un petit peu plus surréalistes, je dirais, mais qui sont aussi érotiques. D'accord, deux conseils qu'on note, qu'on mettra sur europe1.fr. Alors, une idée qui plaît à beaucoup de personnes, de couple, c'est d'organiser une après-midi à l'hôtel ensemble, au lieu de rester au même endroit. Et d'ailleurs, Sabrina nous racontait qu'elle a été notre psychologue, qu'elle a été au Japon, où il y avait beaucoup de love hotels, et on n'en a pas tant que ça en France, et c'est très pratique. C'est quoi les love hotels? C'est juste pour aller... Oui, c'est pour les couples, en fait, comme ils n'ont pas de place là-bas, et comme ils vivent souvent avec les parents, ils ont des endroits comme ça, à louer 1 heure, 3 heures, avec des thèmes Hello Kitty ou autre. D'accord. Je précise que Jean-Michel Apathy vient d'arriver au bon moment, justement, puisqu'on en est au jeu érotique sur mesure. Alors, je me disais que je ne pouvais pas manquer ça. Exactement. Alors, je vous donne un jeu érotique. Je pense par exemple à une de mes patientes qui me dit, moi, je suis brune, j'ai une perruque blonde que je mets des fois pour faire l'amour avec mon mari, et je me dis comme ça, il partira pas avec une blonde. Mais c'est plus un jeu pour rigoler. Ah, vous trouvez pas ça drôle? Moi, je trouve ça hyper drôle. Ça peut être aussi de dire, je vais jouer. Par exemple, Jean-Michel. Je veux voir. Europe 1. La journée mondiale de l'orgasme qui est organisée aujourd'hui. Il y a un sondage qui est paru d'ailleurs ce matin à propos de cette journée mondiale de l'orgasme qui dit qu'une femme sur 3 n'a pas eu d'orgasme lors de son dernier rapport sexuel. Alors il faut évidemment remédier à cela et c'est le docteur Catherine Solano, notre médecin sexologue, qui va s'en charger ce matin. Vous allez nous expliquer comment accéder à l'orgasme à tous les coups finalement et déjà nous décrire un petit peu qu'est-ce que c'est que l'orgasme. Mais l'orgasme en fait c'est ça qui fait la difficulté, c'est un réflexe. Donc c'est un phénomène qui survient sans intervention de la volonté quand les conditions sont propres à le déclencher. Donc la circonstance qui déclenche l'orgasme, c'est un certain niveau d'excitation. Autrement dit, si vous avez un niveau d'excitation suffisant, il va se déclencher automatiquement. Si vous n'arrivez pas à ce niveau d'excitation, il se déclenchera pas. Donc vous pouvez rien faire. Personne ne peut se dire tiens, je vais avoir un orgasme maintenant. C'est pas possible. Par contre, on peut se dire je vais faire monter mon niveau d'excitation, mais pas plus que ça. Donc ça peut pas être contrôlé. Oui, il faut être excité, quoi. Voilà, exactement. Et alors, ça, vous parlez pour les hommes et pour les femmes? C'est vrai pour les hommes comme pour les femmes. Par exemple, beaucoup d'hommes disent zut, j'ai un orgasme trop tôt, donc j'ai une éjaculation précoce. Oui. C'est parce que leur C'est pas très poétique, Thomas. Franchement. C'est ni poétique ni gentil. C'est un exemple parmi d'autres. Et vous savez que je vous charrie. Alors. Donc c'est parce que leur excitation monte trop vite. Il y a des femmes qui disent moi j'arrive pas à avoir d'orgasme, c'est parce que leur excitation ne monte pas suffisamment haut, donc il faut trouver des moyens de la faire monter si on veut la faire monter, et pour beaucoup d'hommes de la faire diminuer, de la faire monter plus doucement en tout cas, pour que ça dure plus longtemps. Donc la capacité à gérer ses orgasmes, c'est la capacité à gérer son excitation. Et ce qui est important, c'est que ça ne s'apprend pas instantanément. C'est pour ça que quand on est jeune, on se dit souvent c'est moyen, mais c'est normal, il faut des années. Plus on avance dans le temps, le professeur François Soirette pourra vous le dire que beaucoup de personnes âgées connaissent beaucoup mieux leur corps et la façon de gérer ses orgasmes, et ça fonctionne finalement mieux. Et oui, on a encore des orgasmes en prenant de l'âge, après 50 ans. Il y a encore des
les orgasmes. Alors c'est un petit peu différent. Le seuil d'excitabilité quand même est un petit peu plus bas, mais le plateau dure beaucoup plus longtemps, donc qui peut être très très agréable pour les femmes. Et le plaisir est toujours agréable. Plus c'est bon. Voilà. Et l'orgasme existe, il peut même être plus fort chez certains en disant c'est vraiment à 70 ans que j'ai commencé à connaître un 7e ciel absolument fabuleux. Oui, docteur Jean Kerzec. Je vais prendre des cours avec Françoise. Là. Je suis tout excité. Professeur, docteur Solano. Oui, alors pour savoir quand il y a un orgasme, comment on fait? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, surtout des hommes, qui disent comment savoir si ma partenaire a eu un orgasme ou pas. Ouais. Alors c'est simple, pas si simple, mais un orgasme, ce sont des contractions involontaires répétées de la zone sexuelle. En général, il y a entre 3 et 12 contractions et elles durent environ 7 dixièmes de seconde. Et les premières contractions sont les plus puissantes et petit à petit, elles diminuent d'intensité. Alors, plus votre excitation était haute, plus vos contractions vont être nombreuses. Et alors, chez les femmes, comment ça se manifeste? C'est le vagin, les muscles autour du vagin qui se serrent et donc il y a une contraction du vagin. Je fais avec ma main, mais vous ne pouvez pas voir la radio forcément, mais les contractions rythmiques du vagin et le partenaire peut les sentir. Et donc, c'est ça, c'est des contractions involontaires qui se produisent chez l'homme. C'est aussi des contractions involontaires, mais qui vont en plus expulser le sperme. Donc, il y aura une éjaculation la plupart du temps en même temps. Et ça, c'est effectivement le signe d'un orgasme masculin qui se voit, alors que chez la femme, c'est plus compliqué. C'est plus intérieur. Ça se voit, ça se verrait si on regardait au bon endroit, mais c'est pas facile de regarder à l'intérieur du vagin. Donc, ça se voit pas tellement. Et il faut dire que chez l'homme, ça se voit pas forcément parce qu'il y a aussi des orgasmes sans éjaculation. Par exemple, tous les hommes ont eu des orgasmes sans éjaculation, ou presque, avant l'âge de la puberté, c'est-à-dire un petit garçon peut avoir des orgasmes, mais il n'a pas d'éjaculation parce que son corps n'est pas encore mature. Et par la suite, des hommes, en particulier avec le Tao chinois ou le Tantra, il y a des hommes qui s'entraînent à avoir des orgasmes sans que l'éjaculation se déclenche. Donc souvent, c'est concomitant, ça se produit en même temps, mais pas forcément. Est-ce que l'inverse est vrai? Éjaculation sans orgasme? Ah oui, éjaculation sans orgasme, oui, ça existe aussi. Il y a aussi même des éjaculations avec orgasme, mais sans érection. Ouais. Enfin... tout existe un peu. Alors vous nous avez dit qu'il y avait donc les contractions, on associe aussi l'orgasme au cri de plaisir, au fait de rougir. Voilà, alors ça c'est important parce qu'il y a énormément de personnes qui pensent que l'orgasme c'est quand on crie. Or c'est totalement faux, ça c'est un truc qu'on voit dans les films uniquement. Enfin ça existe aussi dans la vraie vie, on a le droit de crier et tant mieux à la limite. Enfin ça dépend si c'est pour les voisins ou pour vous, mais pour soi c'est toujours agréable. Mais c'est pas du tout un signe d'orgasme, on peut crier sans orgasme. Mais ça excite le partenaire aussi. Ça peut exciter, ça peut s'auto-exciter. Enfin, on peut s'exciter soi-même en criant. Mais il y a beaucoup de personnes, en particulier des femmes, qui disent moi, quand j'ai un orgasme, je suis silencieuse. C'est un plaisir intérieur. Des fois, le partenaire est frustré parce qu'il pense que sa partenaire devrait crier, mais c'est totalement faux. On peut crier ou pas, ça n'a rien à voir. Par contre, rougir, ce qu'on appelle les flushs, c'est-à-dire un rougissement, c'est un symptôme qui survient juste au moment de l'orgasme ou juste avant. Chez pas mal de personnes, ça va être souvent au niveau de la poitrine, du cou, du visage éventuellement, mais c'est pas systématique non plus. Et alors pour toutes les femmes qui n'ont pas d'orgasme, on l'a vu tout à l'heure, une femme sur 4 dit n'avoir pas eu d'orgasme lors de son dernier rapport sexuel. En quelques mots, comment est-ce qu'on atteint l'orgasme? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a des médicaments qui sont les antidépresseurs qui bloquent l'orgasme chez les hommes et les femmes. On le dit pas toujours et quand on en prend, donc, il si faut on est sous savoir. Traitement, effectivement, ça peut jouer. Il ne faut pas forcément l'arrêter, bien sûr, mais on sait que quand on arrêtera le traitement, ça reviendra, ça ira mieux. Deuxième chose, c'est la tension musculaire. Plus on a de muscles contractés, plus l'orgasme vient vite. Alors beaucoup d'hommes ont les muscles trop contractés pendant un rapport sexuel. Du coup, ils ont un orgasme trop rapide. Et beaucoup de femmes sont trop passives. Elles n'ont aucune tension musculaire et du coup, l'orgasme a du mal à venir. Donc si vous contractez tous vos muscles, ça peut être les muscles en intravaginal, ça peut être les fessiers, ça peut être les poings, les mâchoires. Plus vous serrez des muscles, plus vous avez de chance, ça fait monter mécaniquement l'excitation en fait et ça accélère l'orgasme. Donc il faut se contracter. Voilà. Donc, Deuxième chose intéressante, c'est la bascule du bassin. C'est-à-dire bouger le bassin un peu comme dans la danse du ventre, plutôt d'avant en arrière. Chez les femmes, ça facilite beaucoup la survenue de l'orgasme. Donc c'est une bonne chose à faire. Et puis trouver une posture favorable, en particulier quand la femme est au-dessus. Souvent c'est plus facile parce qu'elle choisit la bonne inclinaison. Et surtout, on en parlait à la pause avec Elisabeth Assayaï, apprendre aux hommes qu'il faut stimuler le clitoris parce que l'organe du plaisir féminin, c'est le clitoris, c'est pas le vagin. Et il serait peut-être temps qu'ils commencent à le savoir. Si pour Noël, ils pourraient faire ce cadeau-là. Un beau cadeau, oui. Ça serait un beau cadeau. Europe 1.